pour la personne qu'on interroge et quel nom vous voulez avoir sur voilà, un surnom. Non, mais j'aime pas les pseudos et tout ça. Bernard, appelez-moi Bernard, c'est très bien. D'accord. Bon, d'accord. Bon, on va vous appeler Bernard. Très bien. Et oui, donc est-ce que vous voulez vous présenter, vous peut-être voilà, dire votre âge, votre condition familiale, je sais pas. Votre métier, le nombre de petits-enfants et leur âge. Voilà. D'accord. Bon, ben, je vais commencer par la famille. Donc, nous sommes mariés avec Simone depuis à peu près 60 ans. Bon, on se connaît depuis 60 ans. Bien. On a eu 10 enfants. Non, pas 10 enfants, excusez-moi, c'est les petits-enfants. On a eu 4 enfants et 10 petits-enfants. Et maintenant, on a 2 arrière-petits-enfants. Bon, donc l'aîné de nos enfants, l'aîné de nos petits-enfants a 31 ans et la dernière, elle a 11 ans. Voilà. Donc il y a tout un panel assez large. Hein. Oui. Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait comme métier? J'ai développé des projets. Donc j'ai réalisé des zones d'habitation, des zones industrielles, des stations de sport d'hiver, et puis j'ai travaillé en France et à l'étranger aussi pour des grands projets d'aménagement dans les pays qu'on disait à l'époque du pays du tiers-monde. Maintenant, je crois que ça se dit plus, mais enfin. Bon, donc j'ai beaucoup voyagé pour développer mes projets et ensuite, à la fin de ma vie professionnelle, j'étais à mon compte comme consultant pour l'évaluation des projets, les études économiques. Voilà. Donc c'est assez proche des préoccupations de sciences politiques. Hein. Voilà. Et est-ce que ça... J'ai été aussi militant associatif et président d'associations, en particulier celles qui font de l'insertion. Et j'ai développé ce type d'activité. Et là, je viens de quitter les activités à mon anniversaire de 80 ans. J'ai dit, j'arrête de militer, place aux jeunes, et donc j'ai laissé les autres prendre des responsabilités. Okay. Voilà. Très bien. Voilà pour me présenter rapidement. Et est-ce que ça a un lien avec, je vois sur votre écran qui apparaît fibrétique, est-ce que ça a un lien avec ça justement? Non, sur votre écran, enfin je sais pas, vous avez à côté de votre nom, il y a écrit fibrétique Savoie. Ah, oui, tiens, c'est curieux ça, oui. Oui, alors Fibrétique, c'est la dernière association que j'ai créée il y a 10 ans. D'accord. Et qui, voilà, fait de l'insertion et qui s'est développée sur des créneaux qui sont un peu liés à l'économie circulaire. Alors, donc, il y a maintenant 45 salariés dans cette association. Et 45 salariés qui travaillent. Alors, il y en a une dizaine qui travaillent sur les espaces naturels, l'entretien des ruisseaux, voilà, et le petit patrimoine, par exemple les murs de pierre sèche. Moi, j'aime beaucoup restaurer les murs de pierre sèche. Et puis, une autre partie qui fait de la maroquinerie, éco-maroquinerie, à partir des bâches. Par exemple, j'ai une petite sacoche, vous voyez, comme celle-là, c'est fait avec de la bâche de publicité récupérée. Hein. Et donc, il y a une dizaine de femmes qui font de la couture et tout ça. Bon, et puis alors, il y a une autre équipe qui a monté une recyclerie. Donc, on récupère des objets de tous les côtés et puis on les remet en vente. Voilà. Okay. Donc, c'est assez sympathique. Voilà. Oh, bah, super. Merci beaucoup m'avoir expliqué. Je pense qu'on va commencer avec les questions de l'entretien en tant que tel. Donc, maintenant, je te laisse commencer. La première question, déjà, c'est dans quel contexte, quand et comment avez-vous entendu parler pour la première fois de réchauffement climatique ou d'écologie? Alors, c'est vrai que le vocabulaire a un peu changé. Disons que il y a une trentaine d'années, largement, on parlait d'environnement. Vous voyez, quand on montait un projet, soit le projet il était en faveur de l'environnement, soit il avait un impact sur l'environnement et il fallait analyser l'impact sur l'environnement. Alors, je me souviens des discussions qu'on avait dans les années 70, quand j'ai participé à la création avec d'autres
de stations de sport d'hiver, par exemple Val Thorens, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une Oui. jolie station d'altitude. Eh bien, à ce moment-là, j'étais attaqué par des amis qui étaient écologistes, mais je ne crois pas qu'on disait écologistes à l'époque, mais on disait, mais tu es trop près du parc de la Vanoise, tu vas polluer le parc de la Vanoise. Et alors donc, du coup, il y avait des débats, vous voyez. J'avais même rencontré René Dumont, qui disait que tout ça, ça abîmait l'espace naturel. Alors moi, je lui ai dit, à l'époque, je disais, mais si on ne crée pas des stations, les gens ils vont vouloir aller à la montagne et faire du ski, ils vont être dispersés de tous les côtés, on va avoir de la casse et pour aller les chercher, il vaut mieux les concentrer dans certaines vallées. Voilà, bon, c'était une histoire pour me justifier un peu. Voilà. Bon. Mais après, donc on parlait d'environnement, après ça on a commencé à parler de développement durable dans les années 90. Oui. Et en 1994, par exemple, j'ai monté un projet, c'était l'école des arts et métiers. Bon, l'école des arts et métiers, ce sont des gens qui sont très carrés, la technique, les boulons, voilà. Bon, alors, ils m'ont dit, on aimerait bien s'ouvrir à autre chose, et est-ce que tu as des idées? Alors, j'ai dit, ben, je vais aller voir un peu à l'étranger ce qui se passe, et je suis allé en Suisse pour voir, en Suisse, en Italie, tout ça, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui commençaient à travailler sur le développement durable. Alors je leur ai dit, on pourrait faire un institut qu'on appellerait éco-conception. Vous voyez, 94, 1994. Et à ce moment-là, on m'a dit, oh là là, mais c'est compliqué ton mot, éco-conception, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va appeler ça mécanique et environnement. J'ai dit, bon, oui, mais ça c'est très classique, quoi. Éco-conception, c'est mieux. Ah, mais non, ils m'ont dit, allez, on fait. Mais bon, alors, donc, on a créé cet institut qui forme des ingénieurs qui sortent des arts et métiers et qui vont découvrir les questions de développement durable et voilà, maintenant, qui font de l'éco-conception. Donc, c'était assez tôt. Enfin, en 94, oui, quand on y pense. Oui, 94, bah oui, bah, c'est-à-dire c'était quand même après 1992, après le rapport Brundtland, et donc c'était un peu normal qu'on ait ces idées-là, et j'ai vu que les autres pays, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, étaient beaucoup plus avancés que nous. La France, on était en retard dans toute cette idée de prise en compte de l'environnement et de l'éco-conception. Voilà. Donc vous direz qu'au final, oui, vous en avez entendu parler il y a au moins 30-40 ans pour la première fois de toutes ces thématiques. Oui, largement, oui. Okay. Oui. Après, oui. Mais je suis pas né dedans. Je suis né, au contraire, dans une philosophie du développement, pas forcément de la croissance, mais de ce qu'on appelait à l'époque l'aménagement du territoire et un développement raisonné, voilà. Bon. Et alors, c'est venu après, il y a conflit un peu entre les deux, entre l'idée de monter des projets, ce qui a été ma vie durant, c'était de monter des projets, puis après ça, d'évaluer l'impact de ces projets, et voilà. Donc, il y a chez moi, il y a ce débat dans ma tête, et du coup, dans la famille aussi. Ok. C'est-à-dire dans la famille? Eh bien, dans la famille, c'est que il y en a qui me disent, mais papa, tu as développé des stations de sport d'hiver, mais ça pollue la montagne. Ah, je dis oui, mais enfin, alors, alors eux, je leur ai appris à faire du ski de randonnée, donc, et du ski en dehors des pistes, alors, donc, mais je leur ai dit, oui, mais vous êtes sportif et tout ça, mais il y a des gens, ils préfèrent rester au chaud dans des pistes surveillées, voilà. Bon, donc, il y a des débats sur l'impact, voilà, et puis au fur et à mesure qu'ils ont grandi, et bon, bah alors là, ça devient, je dis pas des conflits, non, mais des débats sur WhatsApp, parfois, ça n'en finit plus. Ok, super intéressant. Et donc, est-ce que vous considérez que vous êtes informé au niveau du réchauffement climatique et de l'écologie en général, que vous avez un bon niveau d'information ou... Oui. De ce côté-là, voilà, on s'informe. Donc, j'ai un gendre, par exemple, qui a abandonné son métier d'ingénieur de conseil qu'il était
pour se lancer à développer la fresque du climat. Ah oui. Vous connaissez ça, la fresque du climat, voilà. Alors, il me parle toujours fresque du climat et tout, et puis il a monté des quiz. Alors il me dit, est-ce que tu as fait mon dernier quiz sur l'énergie? Est-ce que tu as lu Jean Covici? Ah, écoute, non, j'ai pas eu le temps. Maintenant, c'est en bande dessinée, c'est facile à lire. Alors, j'achète Jean Covici. Voilà. Donc, on a des débats. Oui. Ok. Donc vous êtes quand même relativement bien informé, surtout pour quelqu'un de votre génération. Oui, c'est votre opinion. oui, Ok. oui. Et malheureusement, les autres camarades ou copains de la même génération ne sont pas très nombreux, hein. Je me souviens d'avoir été à un dîner d'anciens de mon lycée, et c'était au moment de la COP 21. Donc, moi, j'étais monté à Paris pour assister aux réunions off, hein, parce que les réunions in, je n'étais pas invité spécialement, j'aurais bien voulu, hein, mais j'étais pas invité. Alors j'étais maire, j'avais écrit en disant que je voulais être invité en tant qu'élu. Non, il n'y avait pas de place pour les petits maires comme moi. Et donc, du coup, j'ai été en réunion off. Il y avait un truc qui s'appelait le 14, il y avait des trucs à Paris, il y avait des grandes réunions au Grand Palais. Au Grand Palais, il y avait des grandes réunions et tout. Je ne sais plus quand est-ce que c'était ça, c'était 2015. Oui, 2015. 2015, voilà. Eh bien, et le soir, donc il y avait cette réunion, un dîner des anciens élèves du lycée et tout ça. Alors j'y suis allé, et puis j'ai parlé de la COP 21, alors ils ont tous rigolé, quoi. En disant, mais tu crois que c'est l'effet de l'homme, mais non, c'est le soleil qui fait ça et tout. Alors, je leur ai expliqué, à la fin, j'ai quitté la table, je suis allé à une autre table, et j'ai surtout pas parlé d'environnement, ni de la COP 21, parce que sinon, j'allais être exclu du dîner, quoi. Enfin, voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est marquant. Et dernière petite question sur ce sujet, du coup, est-ce que vous pensez que c'est suffisant votre niveau d'information ou qu'il est perspectible? Mon niveau d'information, oui, je suis toujours à la recherche, je suis toujours à la recherche de bonnes idées. Est-ce qu'il faut être, disons, catégorique? Dans la famille, par exemple, on débat toujours sur les vacances. Alors, à un moment, j'ai dit que j'emmènerais bien mes petites filles en voyage. On m'a dit, tu prends pas l'avion, j'espère. J'ai dit, j'ai hésité. Non, maintenant, l'avion, on l'est interdit, on se surveille les uns les autres. Et on a une partie de la famille qui est maintenant installée en Guadeloupe. Alors, donc là, ma fille me dit, oui, tu comprends, je vais quand même aller voir ma petite fille, si elle s'installe là-bas, si elle se marie, elle a des enfants, je vais quand même aller la voir en Guadeloupe. Mais j'utiliserai mon crédit avion pour aller la voir tous les 2 ans. Alors je me dis, et moi, le grand-père, je peux y aller aussi. Alors oui, peut-être. Voilà, donc c'est des débats dans la famille. Ouais, très intéressant. On va passer à la seconde partie. Donc c'est plus lié au rapport personnel à la question environnementale. Et notamment, première question, comment agissez-vous à titre personnel pour protéger l'environnement aujourd'hui et dans le passé? Quelle évolution il y a eu? S'il y en a eu. Quelle évolution je vois maintenant? Non, dans votre action pour protéger l'environnement. Votre engagement. Bon, alors, mon engagement, c'est justement, ça a été de participer, par exemple, à cette structure qui fait ce qu'on appelle de l'économie circulaire, donc récupération des produits et des déchets pour leur donner une deuxième vie. Donc ça a été très intéressant avec des amis que j'ai mobilisés là-dessus et qui maintenant s'occupent de la gestion de cette association. Et puis, comme j'ai été élu aussi pendant quelques années, j'ai fait 2 mandats d'élu. Un premier mandat comme maire et puis un deuxième mandat comme premier adjoint. D'habitude, on fait l'inverse. Moi, j'ai fait ça parce que j'ai dit, dans la vie associative, j'ai toujours dit qu'il fallait alterner, quoi. Il fallait pas rester toujours président, il faut alterner, laisser les autres. Voilà. Donc, un mandat de maire, un mandat de premier adjoint.
Et là, il y a eu beaucoup de questions relatives à l'environnement. Hein. Il fallait refaire le PLU. Vous savez ce que c'est un PLU, oui? Un plan local d'urbanisme, hein, plan local Ok. d'urbanisme. Hein. Plan local d'urbanisme. Bon, ben, on a réfléchi dans une petite commune rurale. Bon, mais les agriculteurs ils sont toujours un peu sur la défensive. Et donc, il a fallu prendre en compte les questions de protection du terrain agricole, pour pas que les gens ils vendent leur terrain agricole pour pouvoir construire des villas, vous voyez. Oui. Donc, il y a tout ce débat. Alors, ce sont les mêmes, hein, c'est-à-dire ce sont les agriculteurs qui à la fois demandent de protéger les terrains agricoles et qui en même temps souhaitent vendre leur terrain, vous voyez. Alors, il y a parfois des petits conflits pour résoudre tout ça. Et puis, il y avait une zone humide que j'avais repérée, mais qui n'était pas classée encore. Et donc, cette zone humide, je voulais la protéger parce qu'il y en avait qui voulaient grignoter, quoi, en disant on va couper les arbres, et on va drainer, on va faire des drains, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et donc, pour rendre cultivable la zone humide. Bon. Alors, j'ai vite déposé un dossier parce que il y avait un appel à projet. Alors, j'ai déposé un dossier. On a classé cette zone humide. Et je suis content parce que maintenant, je suis allé voir. Il y a eu un gros problème dans cette zone humide. Il y a eu des castors qui sont venus. Et les castors ont fait un barrage sur les petits ruisseaux. Et du coup, ça fait déborder l'eau dans les champs agricoles. Alors, les agriculteurs disent eh bien, il faut envoyer un bulldozer pour enlever le barrage. Bon, non, maintenant c'est classé zone humide, ils ne peuvent pas y toucher, quoi. Donc, on va protéger les castors. Alors, vous voyez, c'est amusant, quoi. Moi, je suis très content d'avoir classé cette zone. Voilà. Donc ça, c'est des petites questions, vous voyez, sur l'environnement. Et puis alors, il y a eu un gros dossier aussi. Il a fallu 10 ans pour y arriver. C'est que ici, ils font des plants de vignes. C'est la spécialité, c'est de faire des plants de vignes pour planter des vignes ailleurs. Hein. C'est une zone qui est spécialisée là-dessus. Alors, quand on fait des plants de vignes, eh bien, on fait des pépinières en quelque sorte, des pépinières de plants de vignes. Il y en a, disons, il y a 30% de pertes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des plants qui prennent pas. Alors, on les arrache, et puis il faut les jeter, et avant, ils les brûlaient. Et alors, en brûlant ces plants de vigne sur lesquels il y avait de la paraffine, et puis en même temps, c'était des déchets verts, en quelque sorte, ça faisait une fumée épouvantable. Moi, je suis au bas du village, j'arrivais plus à respirer. La nuit, même en montant au premier étage, j'arrivais pas à respirer. Bon, donc, avec des associations et avec les autres élus, il a fallu 10 ans pour arriver à interdire le brûlage des déchets verts, vous voyez, alors que c'est interdit en France, mais dans l'agriculture, il y a toujours des exceptions. Donc, il fallait montrer que il y avait d'autres solutions. On pouvait broyer et puis réutiliser le broyat, quoi, voilà. Donc, vous voyez, en tant qu'élu, j'ai eu beaucoup à faire avec ces questions d'environnement et de pollution. Ok. Donc oui, votre engagement est donc pas mal passé par de l'action donc politique ou associative, ce que je comprends. Et au plan individuel, qu'est-ce que vous pouvez adopter comme petits gestes dans la vie de tous les jours Est-ce que vous avez eu des changements dans votre comportement ou pas? Le vélo. Faire du vélo. Ok. J'ai dit à ma femme, la voiture, elle était en fin de vie, j'ai dit, on la renouvellera pas, on prendra le vélo pour aller faire les courses. Alors, bien sûr, il y a des côtes. Alors, puis elle me dit, mais oui, mais si j'achète un sac de pommes de terre, comment je fais? Alors, je dis, on le déchire, on fait des morceaux, on fait un petit tas, puis on va prendre un premier tas, puis après ça, un deuxième tas. Voilà. Donc, oui, c'est des comportements, voilà. Ne pas, si on reçoit des amis ou beaucoup de monde, ne pas acheter des assiettes en carton, mais on a acheté un lot d'assiettes qui étaient en stock et qui étaient vendues à un prix très très bas. Mais on a 200 assiettes maintenant, 200 assiettes. Puis elles sont lourdes, elles sont fabriquées, je sais pas, en Chine.
elles sont très lourdes. Mais quand on reçoit des amis ou pour les mariages, Oui. au lieu d'avoir des assiettes en carton et tout ça, ben, on a des assiettes solides, quoi, voilà. Bon, D'accord. enfin, il faut trouver des tas de petites choses, quoi. Mais on se chauffe au granulé de bois, donc c'est mieux que le mazout. Et puis, on a baissé, on a baissé tous les radiateurs à 18 degrés. Ok. 18 degrés. Alors, quand je reçois mes enfants, les belles filles, elles, les belles filles, la nuit, tout doucement, elles remontent à 20 degrés. Parce que non, elles sont frileuses. Oui. Alors, ça c'était il y a 2-3 ans. Maintenant, non, maintenant, elles me disent, ah, maintenant, tu peux te couper parce que nous aussi, on vit au frais, voilà. Ok, ouais, super. Beaucoup de petites choses. Oui, puis j'imagine qu'en habitant à la campagne, peut-être encore plus dans le jardin. Vous faites un compost ou des Oui, choses comme ça? Je sais pas. oui, voilà, on fait du compost et on fait un petit jardin. Alors, moi, j'ai pas eu le temps de faire le petit jardin, mais le jardin, je veux dire potager. Mhm. Mais comme on accueille ici chez nous un jeune qui est migrant. Oui. C'est un jeune qui est arrivé en France à 16 ans, mais il n'a pas été reconnu par le département comme étant mineur, hein, parce Mhm. qu'il ne pouvait pas prouver qu'il était mineur. Alors le département n'a pas dit qu'il était majeur, Oui. mais ils ont dit, ah ben nous, il n'est pas mineur, donc on s'en occupe pas, donc ils l'ont remis à la rue, et donc avec une autre association, on accueille comme ça des jeunes migrants, et donc il y en a un qui est chez nous maintenant depuis 3 ans. Depuis 3 ans, et il n'a toujours pas son statut définitif, quoi. Mais il va au lycée, il est en bac pro et tout, et donc pour lui c'était intéressant, important de faire un jardin, donc il fait un jardin de légumes pour lui et pour nous, quoi. Ok, D'accord. super. Bah, vas-y Manon pour la question d'après. Est-ce que vous considérez le climat comme un sujet important? Et enfin, si oui, est-ce que c'est le sujet le plus important pour vous aujourd'hui? Oui. Oui. Oui, je crois que c'est le plus important, et ma préoccupation c'est que on peut pas on peut pas facilement le mettre en avant tant qu'il y a de si fortes inégalités, quoi. Hein, Mhm. quand je vois la semaine dernière que le PDG de Total Energy s'est donné une augmentation de salaire de 10% alors qu'il doit faire par an à peu près 6 millions de revenus par an, 6 millions de revenus par an, donc il se dit, oh, bah, c'est pas suffisant, et il a dit, bah oui, il y a de l'inflation, donc et hop, il s'est donné 10% de plus, Pour cette et inflation. donc 10% de plus, ça fait 600 000 euros, bah, avec 600 000 euros, on peut en faire des choses, quoi. Donc, tant qu'il y a cette inégalité-là, on ne peut pas demander aux gens de faire des efforts, quoi. C'est-à-dire que demander aux gens de vivre une vie plus sobre, ils disent oui, mais regardez les autres, ils s'en foutent plein les poches, ou alors ils nous disent bah, il y a la guerre, donc oui, alors c'est vrai que ça reste une préoccupation très importante. Oui. Ouais. Mais c'est pour ça justement, est-ce que vous pensez que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand on demande à l'opinion publique, ce qui ressortait, ils avaient fait une enquête l'année dernière sur les préoccupations les plus importantes des Français. Le premier, c'était le pouvoir d'achat, et ensuite, c'était l'environnement. Je crois qu'il y avait le Covid entre les deux peut-être, mais c'était en période de Oui, Covid encore. oui, c'est ça. Maintenant, ils n'ont plus peur du Covid. Ils commencent à avoir un petit peu peur des questions d'environnement parce que il y a la sécheresse, hein, il y a la sécheresse, les nappes phréatiques hein, qui s'épuisent. Et alors, c'est vrai que les semaines dernières, quand il a fait très très beau, là, au mois de mars, ben, les gens, ils étaient contents. Ils disaient, regarde, il fait beau. Puis, il y en avait d'autres qui disaient, oui, mais la sécheresse est là, quoi. Et ça commence à les inquiéter sérieusement, oui, oui, oui. Mais vous avez raison. Et le pouvoir d'achat, euh, les gens disent, ah oui, mais alors il va falloir se restreindre, mais les gros, les riches, hein, bon, ils font pas d'efforts, alors Ouais. voilà. Oui, donc toujours la question des inégalités, c'est ça. Ouais. La troisième question, c'est songez-vous régulièrement à la question climatique et est-ce que c'est une source d'inquiétude pour vous? Oui, oui, c'est une source d'inquiétude. Oui, oui, c'est une source d'inquiétude. Alors, c'est une source d'inquiétude. Bon, moi, je ne vais pas en souffrir. Hein, je souffre à l'idée que
mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, ils vont se retrouver avec des préoccupations d'accès à l'eau, de chaleur insupportable l'été. Voilà, c'est ça qui est la préoccupation, quoi. Et puis, alors, me dire en France, on s'en tirera toujours, hein, bon. Mais les autres pays, hein, comme j'ai beaucoup voyagé, je vois ce qui va se passer, quoi. Hein, ça va être effroyable, quoi. Ça va être effroyable, quoi. Donc vous avez plutôt une vision négative du futur, enfin surtout du futur de vos petits-enfants vis-à-vis de l'environnement. Oui, voilà, j'ai une inquiétude pour mes petits-enfants, mais je pense que eux, intelligents comme ils sont, et tout ça, ils vont se battre et puis ils chercheront des solutions et que pour la France, bon, euh, on peut imaginer que la France se sentir pas trop mal, comme l'Europe, sauf ceux qui habitent sur les côtes, hein, et il faut faire une raison, hein, les gens qui sont sur la côte atlantique, eh ben, il faudra qu'ils reculent hein, de plusieurs kilomètres. Bon, Mhm. mais mon inquiétude, c'est plutôt pour les autres pays et pour la solidarité dans le monde, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y aura vraiment des alertes très très fortes, eh bien, on construira des murs beaucoup plus hauts que ceux qu'on met actuellement, hein, et puis on coulera tous les bateaux qui arrivent, quoi. Enfin, moi, je m'imagine, disons, des réactions euh, de repli et de sauvegarde donc qui sont effroyables à imaginer quoi en se disant on fermera les portes on interdira les avions les bateaux etc pour éviter d'avoir des gens qui viennent nous voir alors bon j'avais lu un gars qui s'appelle Lebras je crois qui est démographe et qui disait que les réfugiés climatiques ne seront pas aussi importants parce qu'ils ne pourront pas voyager et ils iront dans leurs pays voisins, quoi, les plus voisins. Ils n'iront pas jusqu'en Europe, quoi. Et par millions, quoi. Sauf aux États-Unis, peut-être, où la frontière est plus poreuse, peut-être, mais bon, voilà. Donc, il y a une grosse inquiétude, hein, c'est vrai. Oui. 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 Et du coup, est-ce que vous vous reconnaissez autour du terme éco-anxiété, enfin si vous savez ce que ça veut dire? Oui, co-anxiété, oui. Je suis pas, je suis presque collapsologue. Vous voyez ce que ça veut dire, ça? Oui. On discute en famille. Alors, tu es collapsologue et tout ça. Alors, tu vas manger vegan? Non, non, quand même pas. Oui. Pas le débat. Oui, je comprends. Tu peux faire la question Comment réagissez-vous pardon. Non, c'est bon, on l'a fait. Non. Comment réagissez-vous au mouvement écologiste actuel et à leur évolution? Je pense que voilà, il faut à la fois un mouvement politique écologique, hein, parce que eux, ils posent des questions et de toutes les façons, il faut imaginer qu'en France, on aura peut-être un jour justement des gouvernements de coalition, un peu comme en Allemagne, même si en Allemagne c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Mais on peut imaginer qu'un parti politique écologique gagne un peu en poids et donc que se forment des coalitions. Avant, c'était toujours les hommes politiques de droite et de gauche, ils allaient piocher dans le centre. Bon, maintenant, ils peuvent peut-être passer des coalitions avec un mouvement politique écologique. Seulement, il ne faut pas que ça soit seulement des partis politiques, il faut que ça soit l'opinion, la société civile. Oui, Qui... justement, par rapport à la société civile, enfin, qu'est-ce que vous pensez des mouvements, des associations, par exemple, des actions parfois un peu spectaculaires qu'ils vont faire, ou enfin plus ou moins? Oui, des différentes évolutions. Là, on voit de plus en plus d'actions de désobéissance civile. Enfin, même l'exemple de ce week-end, qui est peut-être un cas un peu extrême de désobéissance civile, mais vous en pensez quoi de tout Alors, ça? voilà. Alors, ce que je regrette beaucoup, c'est que ces militants-là n'aient pas appris les méthodes d'action non violente. Voyez. C'est-à-dire que, bon, alors,
faut revenir un peu en arrière. Allez-y. Dans les années 80, il y avait des mouvements non violents assez organisés, comme le MAN, Mouvement pour une alternative non violente, comme le MIR, Mouvement international de la réconciliation. Et j'ai été moi-même, dans cette période-là, j'ai été trésorier d'une structure qui s'appelle le MIR, Mouvement international de la réconciliation. Il ne faut pas confondre avec les Russes, parce que le mot MIR en russe veut dire autre chose, veut dire la paix, je crois d'ailleurs. Bon, donc, j'ai été dans cette structure-là, et donc, j'ai beaucoup milité sur la non-violence, mener des actions non-violentes, faire du sitting, des grèves de la faim. Non, je n'en ai pas fait parce que j'aime bien manger. Puis ma femme me dit, t'es trop maigre pour faire la grève de la faim. Donc, j'ai jamais fait la grève de la faim, ni le jeûne, mais j'ai participé à des mouvements non violents, un peu sur l'enseignement de Lanza del Vasto. Vous voyez, vous connaissez ce nom-là, Lanza del Vasto. Donc, c'est un militant inspiré de Gandhi, quoi. Hein. Et j'ai dans ma bibliothèque, là à gauche, j'ai un rayon complet sur l'action non violente, donc dans le monde entier. Hein. Et donc, je trouvais dans les actions non violentes vraiment un sens, quoi, qui permettait de garder la dignité, d'être fidèle à ses opinions, sans chercher à détruire ou à mépriser ou à insulter l'adversaire. Voilà. Bon. Je trouve que c'est très dommage que les militants qui étaient dans l'action non violente n'aient pas réussi à préparer des actions non violentes pour défendre l'écologie. Voilà, ça c'est mon grand regret. Peut-être que j'aurais dû m'investir là-dedans, mais on ne peut pas tout faire. Voilà. Donc, non, moi je condamne les actions violentes, qui sont des actions anonymes, hein, souvent, qui est derrière des cagoules, et puis ils prennent plaisir un peu à casser. Alors, il y a un débat dans la famille, hein, parce qu'il y en a certains qui me disent, oui, mais regarde, au 19e siècle, tu as eu 3 révolutions successives, hein, 1830, 1848, 1970, qui ont fait progresser la société grâce à des actions violentes. Oui, mais c'était des actions violentes contre des dictatures. Napoléon III, c'était un dictateur. Je me dis, oui, mais regarde Macron, il est un peu comme Napoléon. Hein. Bon, voilà. Donc, il y en a certains qui disent, oui, de temps en temps, un bon coup d'actions violentes. Voilà. Et puis, le fait aussi que le gouvernement ne considère pas les actions, justement, non violentes des syndicats, par exemple. Tous les défilés là, récents des syndicats, pour plus de justice vis-à-vis des retraites, hein. Eh bien, c'était parfait, c'était non violent, c'était impeccable. Et ils ont dit, oh, il n'y a pas de bagarre, tant mieux. Et puis maintenant, hop, après ça, il y a la bagarre, quoi. Voilà. Donc, conclusion, pour ce qui est de l'environnement, je ne suis pas favorable à des actions violentes, mais des actions symboliques, des actions ciblées, qui fassent réfléchir les gens, oui, ça c'est intéressant. Et donc par exemple, les actions d'assaut comme Dernière Rénovation ou Extinction Rebellion qui justement font des actions comme ça de désobéissance civile où ils vont s'allonger sur les routes pour faire prendre l'attention aux gens, ou vous savez, on a vu toutes ces images de gens qui jettent de la soupe sur les tableaux. Qui étaient recouverts par des vitres. Oui, voilà. Ils font souvent des actions chocs justement dans cette perspective de sensibiliser. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous trouvez ça efficace ou pas? Oui, voilà, c'est ça. Il faut que ça soit bien efficace parce que les actions contre la culture, contre le musée, même si ça détruit rien, c'est pas bien perçu par l'opinion publique. Donc, toute action symbolique, il faut s'assurer que ça soit bien reçu, quoi. Voilà. Alors,
extinction, rébellion, oui, je vois bien, mais par exemple en montagne, ici, à côté de chez nous, il y a des gens qui font la tome des Bauges. Bon, c'est un fromage sympathique et tout. Bon, et il y en a qui m'ont dit, ah ben oui, ben c'est vraiment dommage, on m'a cassé les canalisations qui amenaient l'eau dans des petits réservoirs pour les vaches, vous voyez. Et donc, ils m'ont dit, ils ont tout cassé. Alors, je dis, mais qui a tout cassé? Il m'a dit, ce sont des gens qui sont contre l'élevage. Alors, bon, alors, on peut être contre l'élevage dans des grandes fermes, vous voyez, où il y a 1000 vaches en série, comme dans l'industrie, où les vaches sont presque prédécoupées avant même de les tuer, quoi. Bon, là, s'attaquer aux alpages, non, c'est au contraire, il faut garder les alpages, parce que c'est un mode d'élevage qui n'est pas destructeur de l'environnement et des ressources en eau, quoi. Bon. Alors, vous voyez, il y a des limites, quoi. Comme ceux qui attaquent les bouchers. Bon, alors, qui jettent du sang sur les boutiques des bouchers. Bah. Non, ça c'est contre-performant, quoi. Pour moi. Hein. Non, c'est très intéressant. Oui. Comment jugez-vous l'état actuel donc, des mesures prises pour le climat en France et dans le monde? Vous avez déjà un peu répondu, mais... Alors, oui, bon, ça progresse petit à petit. L'Union européenne permet de faire progresser parce qu'il y a des très bons, il y a des très bons experts qui facilitent la discussion entre les États. Hein. Mais c'est très lent parce que chacun protège ses intérêts, quoi. Hein. Chacun, et puis les pays pétroliers, ils ont une recrudescence d'argent et donc ils sont contre. Quand je pense que l'Arabie Saoudite va accueillir les prochains Jeux Olympiques d'hiver, vous voyez, c'est aberrant. Donc, Jeux Olympiques de l'Asie. Hein. Oui, c'est ça, Jeux asiatiques, un truc comme ça. Jeux asiatiques d'hiver. Moi, j'ai été en Arabie Saoudite. Ben, je vous assure que je tirais la langue tellement il faisait chaud et qu'on avait soif. Hein. Alors je me dis, mais comment vont-ils faire? C'est bon, aberrant. Donc, je pense qu'au niveau international, il y a beaucoup de travail à faire. Oui. Hein. Ok. Du coup, enfin, ça n'a pas grand-chose à voir, mais que pensez-vous des jeunes qui ne se préoccupent pas du tout du climat? Ouais, de l'environnement. Enfin, de l'environnement. Du climat, oui. Enfin, les deux. C'est qu'ils sont tournés vers autre chose, ils sont tournés vers la réalisation de leur désir immédiat, et c'est une sorte de consommation du présent, quoi, et pas de projection sur l'avenir, quoi. Et alors, c'est soit qu'ils sont mal informés, hein, soit que ils sont informés, mais ils se disent, bon, ben, il y en a peut-être certains qui disent, ça va être la catastrophe, ben, profitons-en dès maintenant, et puis ne faisons pas de soucis, quoi, hein, voilà. C'est un peu dommage. En général, ils sont plus sensibilisés que leurs aînés. Oui. Mais il faut pas que ça devienne pour eux tellement anxiogène que finalement, ils ne font rien, ou ils mettent ça de côté en disant on verra plus tard, quoi. Non, c'est bien ceux qui s'en préoccupent dès maintenant, comme vous, je suppose. Hein. Oui. On n'a pas trop le droit de parler de nous, si vous voulez, on vous dira à la fin, mais... voilà, à la fin, vous direz un peu ce que vous voulez faire. Hein. Si vous voulez, oui. Pas de problème. On va passer à la troisième... Oui, c'est ça, en off. On va passer à la troisième partie qui est sur la relation au climat et aux petits-enfants, donc le lien entre tout. Et donc la première question, c'est comment considérez-vous le dialogue entre vous et vos petits-enfants sur le climat? Est-ce qu'on en discute dans votre famille et comment c'est abordé? Oui, alors dans la famille, on discute de tout. Hein. Donc, depuis leur plus jeune âge, on ouvre les débats à table. Moi, dans ma propre famille, avec mon père,
il fallait surtout pas émettre une opinion ou un doute, quoi, hein, sinon, paf, on recevait une baffe, hein. Bon, c'était une époque où l'autorité du père faisait que on ne contestait pas. Voilà. Alors, nous, au contraire, on leur a appris à tout discuter. Alors, par exemple, bon, chez nous, on est très, comment dirais-je, on est on est dans une culture religieuse assez forte, quoi. Bon, mais si je les emmène quand ils étaient gosses, je les emmenais donc à la messe le dimanche, pas toujours, hein, mais de temps en temps. Après, on revenait et on pouvait critiquer le curé, quoi. Hein. Donc, on y allait et chacun disait, ah ben non, ce qu'il a dit là, il a dit une connerie ou je comprends pas du tout. Et donc, voilà. Je me souviens de retour de messe de Noël où il y avait la dinde et tout ça, mais où le sujet, c'était pas la dinde, les gâteaux et tout ça, c'était, mais non, je suis pas du tout d'accord avec ce truc-là, tu te rends compte, ceci ou cela, donc chacun discutait, voilà. Donc, c'est pour le domaine religieux, c'était ça. Pour le domaine politique, c'est pareil. Donc, on engageait le débat. Mais pour qui tu vas voter? Mais tu penses pas. Mais ce gars-là, mais non, il propose des solutions qui sont aberrantes. Non, non, il faut le virer. Voilà. Bon. Donc, les discussions politiques aussi étaient toujours très fortes. Donc, sur le climat, c'est pareil. Donc, alors, parfois, mon épouse, elle dit, oh ben non, ben ça y est, il va encore remettre le sujet sur la fresque du climat, hein. Mais par rapport à vos petits-enfants plus spécifiquement. Alors, par rapport aux petits-enfants maintenant, ça c'était pour les enfants. Alors oui. Pour les petits-enfants, bon, bah, eux, ils sont à l'écoute de tout ça, hein. Ils voient bien qu'il y a des sujets qui sont intéressants, qui font débat. Alors, ensuite, il y en a qui se sont inscrits dès le départ dans une réflexion un peu politique, hein. Bon, je crois que pour l'instant, il y en a 2 qui sont à Sciences Po, dans les petites filles. Et il y a l'aîné des petits-enfants, Martin, qui a 31 ans, lui, il avait choisi de faire du calcul de structure dans une école d'ingénieur. Donc, il a travaillé beaucoup sur le béton, puis un jour, il m'a dit, j'en ai marre du béton, j'aimerais bien travailler le bois. Bon, alors, son oncle, qui est charpentier, un de mes fils qui est charpentier, il lui a dit, il faut que tu fasses un CAP bois. Alors du coup, il a quitté son poste d'ingénieur pour entrer en formation pendant 1 an chez un charpentier et passer son CAP de charpentier, vous voyez? Oui. Bon, parce que pour lui, voilà, c'est de la matière qui a un impact positif sur l'environnement, le bois. Bon, voilà. Alors ensuite, après, il y en a une qui a passé brillamment l'école d'ingénieur de Lyon, l'INSA de Lyon, et qui avait un poste où elle avait un salaire mirobolant que j'ai jamais eu, moi, donc d'ingénieur de maintenance des machines qui font les puces, donc voilà, chez ST Microélectronique à Grenoble. Alors, tout le monde admirait son boulot et tout ça. Et puis au bout de 3-4 ans, elle a dit non, moi ça m'ennuie. Et puis c'est polluant. Et puis il faut changer de mode de consommation. L'électronique, il y en a marre. Et donc elle a quitté son poste. Elle est tombée amoureuse d'un gars qui habite dans les îles. Et donc ils sont partis en voyage et ils vont s'installer en Guadeloupe et il va faire quelque chose de totalement différent. Vous voyez? Voilà. Alors donc on parle beaucoup de ces questions et les plus jeunes aussi. Il y en a une qui revient de 6 mois en Espagne d'un échange avec une famille espagnole. Alors elle était dans une famille espagnole un peu traditionnelle. Donc du coup elle a débattu politique. Alors ils étaient surpris parce que elle a 14 ans quoi. Et l'autre l'autre fille avec qui elle était en correspondance, c'est une gamine quoi. Qui était restée toujours chez ses parents, pouponée et tout ça. Et alors, elle a dit, en espagnol, tout ça, et elle a dit, mais vous n'y pensez pas, c'est pas une attitude qui est protectrice de l'environnement, vous faites ceci et cela, etc. Et donc, elle a débattu politique. Ah oui. Alors,
elle est revenue en disant, moi je ferai de la politique. Elle dit, ah bah attends, pour l'instant il faut que tu fasses ces études, voilà. Et alors, elle a dit, tu sais comment je vais commencer? Eh bien, je vais être délégué de classe. Après ça, je vais être représentant, je vais rentrer au syndicat des étudiants. Oui, mais tu es scolaire, tu peux pas être encore. Elle rentre au lycée en seconde, oui. Alors, tu peux pas faire ça. Mais si, des syndicats de lycéens. Oui. Et je représenterai le département et j'irai jusqu'à Paris, elle m'a dit. Alors, je pense qu'elle aussi, elle va faire Sciences Po, vous voyez. Elle est prête, quoi. Hein, voilà. Ah oui, ça en fait beaucoup. Ça montre sûrement l'impact du débat politique dans votre famille sur après les études de Oui, chacun, peut-être, finalement. voilà, tout à fait. Alors, il y en a une qui était très brillante aussi, en maths, en physique, en chimie. Donc, elle est arrivée au concours. Vous savez, parfois, on arrive au concours, et puis on se dit, tiens, pourquoi on est là? Bon, mais tant pis, on passe les concours, quoi. Elle est rentrée à Normal Sup, à Lyon. Bon, alors, tout le monde s'est félicité et tout ça. Et puis, en troisième année de Normal Sup, elle dit, oh ben non, finalement, j'ai pas envie de faire de la recherche sur la chimie, j'ai envie d'entrer dans le monde un peu politique, aménagement et tout ça. Alors, d'abord, elle s'était beaucoup impliquée sur la primaire populaire. Vous voyez ce que c'était, ça, hein? Voilà, vous aussi, vous étiez peut-être là-dedans, enfin. Donc, elle était la représentante des étudiants de Lyon à la primaire populaire. Alors, de temps en temps, on l'a vue à la télé, quoi, défendre son truc. Elle a dit, maintenant, je vais essayer de rentrer dans une fonction avec l'État qui travaille sur l'eau, la pollution, voilà, les milieux naturels et tout ça. Donc, voilà, elle s'engage là-dedans. Voilà. Donc, les petits-enfants sont très sensibilisés à ça, oui. Ok. Mais du coup, vous êtes globalement tous d'accord et tous engagés, ou parfois il y a un peu des dissensions? Vous parliez de l'avion, mais globalement, vous êtes d'accord, ou parfois il y a des tensions dans ce débat? Oui, il y a un peu de tension, oui. Alors, avec les petits-enfants, pas trop. Pas trop avec les petits-enfants. J'essaie de voir s'il y en a un qui est un peu dissident. Non, il n'y a pas de dissident. Mais ils le voient de manière différente. C'est-à-dire qu'on a des enfants, des gendres ou autres qui sont pas aussi impliqués que ça dans les préoccupations d'environnement et qui trouvent que on pousse un peu trop fort, quoi. Bon, mais voilà, non, il n'y a pas trop de. C'est assez sympa. Tout le monde a lu la bande dessinée de Jean Covici. Tout le monde a lu. Bon, ça y est, ça me revient plus, mais enfin, les livres sur une autre fin du monde est possible, vous voyez, tous ces livres-là. Et on se les échange, on discute, voilà. Bon. Ok. Donc oui, Alors, parfois, c'est un sujet oui. qui est abordé, mais quand même de façon plutôt sereine et plus dans le dialogue, justement, qui fait fructifier la discussion. Oui, voilà. Ok. Alors, c'est vrai que comme j'ai un gendre qui est très impliqué, alors lui, il est vegan, et alors, il me dit, je fais pas ça pour ma santé, hein, je fais ça comme moyen de communication, c'est-à-dire d'obliger les gens à en discuter, pourquoi je mange pas de viande, etc. Parce qu'on importe des vaches du Brésil, ou on développe du maïs pour nourrir le bétail. Voilà. Donc, il explique pourquoi, et ça oblige les uns et les autres à se positionner. Alors, parfois, ma femme, elle dit, bah, c'est dommage pour les petits enfants, dans leur période de croissance, il vaut mieux qu'ils mangent de la viande. Et puis, elle a vu un agriculteur bio qui lui a dit, mais moi, j'ai besoin des vaches parce qu'avec le fumier des vaches, je nourris ma terre pour faire du blé bio, quoi. Il a dit, l'élevage, c'est complémentaire de l'agriculture, et donc, il faut continuer à faire de l'élevage. Alors, on discute de ça, alors chacun avec ses arguments, et, Ok. Oh, c'est intéressant. Et justement, Justine m'avait parlé du fait que vous avez aussi des petites filles qui étaient devenues véganes et que parfois, du coup, ce véganisme, c'était un peu compliqué, ça avait nécessité une transition. Comment est-ce que vous avez géré ça? Comment est-ce que vous avez réagi? Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que quand notre petite fille, bah, c'est celle qui est allée en Espagne, justement, quand elle dit qu'elle veut plus manger de viande, on lui explique que il faut bien qu'il y ait quand même un peu d'élevage, et puis la viande, c'est quand même
des vitamines particulières qu'on ne retrouve pas. Alors, du coup, son beau-père, donc qui lui est militant vegan, bah, il amène il amène des boîtes où on mange des, comment ça s'appelle, des pas, bon, bref, Des des plats petites préparés, vous voulez dire? pardon? Des plats préparés? Je- Oui, soit des vers, soit des insectes, soit des, Ok. voilà. Voilà, alors moi j'aime pas ça, hein, mais une salade de criquets par exemple, vous voyez, des criquets, ça se Ouais. mange en salade. Bon, alors lui il dit que ça comme c'est un animal qui est destructeur des autres ressources, on peut en manger quoi. Bon, alors je lui dis et les huîtres, est-ce que tu en manges? Alors je pose la question, est-ce qu'on peut manger des huîtres? Est-ce que ça a de la cervelle ou pas? Les huîtres. Alors j'ai dit non, les huîtres c'est comme une plante un peu. Bon, il m'a dit non, regarde, quand tu veux ouvrir une huître, et ça résiste. Donc c'est qu'il y a une bête à l'intérieur. Et donc c'est un être vivant, il faut pas le détruire. Voilà. Mhm. Bon, bref, il y a des débats là-dessus. Oui, Ok. Et pour adapter les menus, ça a dû poser quelques oh là complications. là, oui. Ma femme me dit oh là 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 là. Parce que, donc, il y a, Yacouba, c'est le jeune malien qui est chez nous. Oui. Bon, lui, il faut qu'il mange cachère, quoi. Bon, alors donc, il ne veut pas qu'il y ait de porc, hein, voilà. Et puis, même l'odeur et la sauce du porc, même si on met un peu de vin dans le pot-au-feu, je sais pas trop, bon, alors il sent tout de suite le vin. Donc lui, ça fait un premier menu. Mhm. Et puis, il y a ceux qui veulent pas manger de viande. Et puis, il y a ceux qui sont allergiques au lait de vache, et ainsi de suite. Donc, ma femme me dit, oh là là, c'est casse-tête, ça. Comment faire un gâteau? Comment faire un gâteau sans beurre? Hein. Alors, voilà, Oui, ça crée toutes Donc, sortes de complications. il y a des débats, oui. Ok. Et, mais qu'est-ce que vous pensez du coup de l'engagement ou peut-être de l'absence d'engagement s'il y a certains petits-enfants qui sont pas engagés, de vos petits-enfants justement? Je trouve que c'est très bien cet engagement, effectivement, parce que c'est un engagement qui est fondé sur la connaissance, sur le débat, et donc ce sont des militants informés, quoi. Bon, alors, j'en vois pas qui ne soient pas conscients parmi nos petits-enfants, les 10, hein, il y a 10 petits-enfants, ils sont tous conscients de ces préoccupations. Il y en a un qui travaille à Paris, au ministère, il a fait l'école des mines et il travaille au ministère de la transition énergétique, enfin, il travaille sur la transition énergétique. Mhm. Et on lui a confié le dossier du renouvellement du parc nucléaire. Bon, alors, du coup, ça y est. Dans la famille, il y a ceux qui disent, oui, finalement, le nucléaire, bah, c'est pas si mauvais parce que ça nous évite de consommer des énergies fossiles et donc ça permet de faire la transition avec les énergies renouvelables et puis ça n'émet pas de CO2 ou très peu. Et donc pourquoi pas? Il y a ceux qui disent mais oui mais t'as vu Fukushima, la catastrophe ça va être sur des milliers d'années une catastrophe, une pollution des eaux de la mer, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait des déchets? Bon alors donc il y en a comme moi qui disent on peut les enfouir en sol profond, et puis il y a d'autres qui disent oui mais dans 100 ans, dans 1000 ans, est-ce que on sera encore une civilisation ou est-ce qu'on va pas retourner à l'âge de l'homme de Cro-Magnon et qui vit dans des grottes et il va rentrer dans une grotte et puis tout d'un coup il va voir un panneau attention nucléaire, est-ce qu'il comprendra ce que c'est quoi? Voilà. Donc il y a savoir comment trouver une solution. D'ailleurs, c'est le débat qui a lieu actuellement au niveau européen, parce que la France voudrait classer le nucléaire comme énergie renouvelable. Bon, non, là c'est de l'abus, c'est pas de l'énergie renouvelable le nucléaire. Hein. C'est de l'énergie qui est moins polluante pour le CO2, mais c'est pas renouvelable. Oui. Enfin, bon. Ok, ok. Voilà. Bah, c'est intéressant. Et est-ce
est-ce que parfois vous avez eu une réaction négative face à l'engagement d'un de vos petits-enfants que vous trouviez peut-être trop extrême ou je sais pas quel est réellement leur engagement, mais... Oui, oui, bon. Alors, c'était au moment des élections présidentielles. Mhm. Quand, au deuxième tour, non, c'était pas au premier tour, voilà, au premier tour, euh, entre le vote écologiste, le vote socialiste et le vote Mélenchon, ils m'ont tous poussé à voter Mélenchon. Moi, non, je peux pas. Ce gars-là, il me plaît pas beaucoup, quoi. Bon. Alors après, pour le deuxième tour, il n'y a pas de problème. Mais alors, pour les élections législatives, bon, moi j'avais un député que j'aimais bien. Il était du centre droit, quoi, le MoDem, quoi. Bon. Alors, le MoDem avec Bayrou, c'est un peu ma génération, quoi. Hein, bon. Alors donc, moi j'étais prêt à voter MoDem, je disais ça fera un peu la transition, quoi, tout ça. Ah non, papy, tu peux pas voter. Bayrou, vote Mélenchon, vote Mélenchon. Et alors, même mon arrière-petit-fils, qui commençait seulement à parler, hein, ils l'ont enregistré en disant papy, vote Mélenchon. Il comprenait rien à tout ça, quoi. Il avait 2 ans. Ses premières paroles, c'était Mélenchon, Mélenchon. Ah oui, là, on est sur un niveau supérieur de sensibilisation politique. Oui, alors, bon, alors je me suis dit, bah, eux, c'est l'avenir. Donc, s'ils me disent, vous votez Mélenchon, allez, ok, je vais voter LFI. Donc, j'ai voté LFI. Et puis maintenant, je regrette un peu, quoi. Enfin, je regrette. C'est-à-dire que je trouve qu'ils sont trop excessifs, quoi. Ouais, ok. Ok, bah, c'est très intéressant, merci. La question suivante, c'est oui, comment situeriez-vous l'engagement de votre petit enfant sur une échelle de 1 à 10? Mais enfin, faudrait que vous preniez sûrement votre petit enfant le plus engagé. Une échelle Ouais. de 1 à 6. À 10. Pardon? De 1 à 10. 10. À 10. À 10. Oui, c'est ça. À 10. 2 fois 5. Oui. Bon, ben, je mettrais, pour les plus engagés, je mets 10, hein, largement. Ah oui, hein. ok. Et puis les autres, bah, c'est entre 6 et 8, quoi. D'accord. Mais ils sont tous piqués. Tous assez engagés, ok. Peut-être que, vu qu'on n'a plus beaucoup de temps... Votre train est à 10h? Oui, quand est-ce que vous devez partir? Quelle heure il est là? Non, mais c'est là. Ah oui, 9h30, il est... Oui, ben j'en ai encore un quart d'heure, 20 minutes. Hein. D'accord. Oui. Ok, bon, ça va. Ouais. Ça va. Oui. Si vous avez encore un peu de temps. Oui, nous, ça va. Ça va. Sinon, je vous poserai des questions, moi. Alors, comment envisagez-vous les similitudes ou les différences entre votre génération et celle de vos petits-enfants sur ce sujet? Donc, par exemple, la sensibilisation, les préoccupations, l'engagement. Voilà. Oui, bon. Alors, il faut faire la différence entre ma génération et moi-même, quoi. Bon. Oui, bien sûr. Oui. C'est pour ça qu'on vous demande. Oui, après, vous êtes un cas spécial dans votre génération. Oui, voilà, je suis un peu un cas spécial parce que j'ai toujours été préoccupé par ça. Et puis parce que je m'y suis engagé, donc maintenant, un peu fidèle à ça. Et c'est vrai que même, je me classe, moi, dans des gens qui ont... dans les années, disons, la fin de ma jeunesse et puis mon début de vie professionnelle, c'est que on était tourné vers le progrès. C'est-à-dire que ce qui était important à l'époque, c'était le progrès. Il y avait le progrès scientifique, il y avait le progrès social, il y et le progrès vers les pays en développement. Vous voyez, c'est tout ça, c'était dans un même contexte d'optimisme. Alors, je dis pas un optimisme béat, hein, il y avait quand même la guerre d'Algérie. Donc, moi, je ne l'ai pas fait parce que j'étais sursitaire. Mais les gars de mon âge qui avaient 20 ans, ils ont été, pour certains, mobilisés pour la guerre d'Algérie. Ma sœur était fiancée avec un jeune homme
devait partir à la guerre d'Algérie. Il était en formation très très intense et il s'est tué dans un accident. Donc ma génération a été un peu marquée par cette guerre, mais finalement quand même beaucoup plus par l'idée de progrès, le progrès social et tout ça. Et donc mon engagement professionnel était un peu là-dedans, c'est-à-dire faire du développement. Au début, j'ai travaillé au métro à Paris, donc je faisais du tunnel pour faire passer les trains du métro. Bon, après, les développements, l'aménagement des zones d'habitation, voilà, la croissance industrielle, voilà. Tout ça, c'était une période sur laquelle on était engagé. Bon, les questions d'environnement étaient encore très très peu développées. Et voilà, bien. Alors maintenant, après la génération actuelle, ben elle est partagée entre ceux qui veulent, je vois chez les jeunes, ceux qui sont attirés par la réussite financière. Alors je vois dans mes neveux, des cousins et autres. Alors il y en a qui partent aux États-Unis et qui reviennent chaque année. Il y en a un qui m'a dit, tu sais, Bernard, pour faire du ski aux États-Unis, c'est cher. Donc, on vient en France pour faire du ski. Donc, ils vont faire 15 jours de ski en France et ils repartent aux États-Unis, vous voyez, parce que c'est moins cher que de faire du ski aux États-Unis. Bon, et ils habitent New York et tout. Donc, ils sont dans un modèle qui était l'ancien modèle, quoi, de la réussite, quoi, la réussite financière, des responsabilités, de l'innovation technique et autres, quoi. Et ce modèle-là, bon, maintenant, il s'efface derrière le modèle de préoccupation d'environnement, quoi. Bon, mais c'est pas pour tout le monde, hein. C'est vrai que euh, j'ai un beau-frère, quand je vais parler de climat et tout ça, il a dit, bah oui, le climat qu'on a actuellement, c'est le climat qui régnait en l'an 800. Ah oui, toi, tu en as encore au climat de Charlemagne, quoi. Hein, vous voyez, il disait que la température actuelle, elle n'était pas aussi effroyable. Au moment de Charlemagne, c'était comme ça, il faisait trop chaud, quoi. Bon, j'ai dit, attention, il y a autre chose, quoi. Mais il y a des gens qui ne sont pas sensibilisés du tout à ça, ou qui ne veulent pas le voir. Et est-ce que vous voyez donc quand même des différences générationnelles, justement, sur ce sujet du climat, au niveau de la sensibilisation et tout? Oui, je pense que ceux qui font des études sont plus sensibilisés, mieux informés que nous l'étions à l'époque. Ok, très bien. Comment imaginez-vous le futur de vos petits-enfants, en particulier en lien avec l'environnement? Ah oui, j'ai déjà posé cette question, je suis bête. Excusez-moi, je me suis perdue. Oui, si... C'est pas bien, de toute façon, tout ça se recoupe. Hein. Oui, c'est vrai, c'est ça. Donc, si vous en discutez avec vos petits-enfants, donc vous en discutez, comment ont-ils contribué à changer votre regard sur la question climatique? Oui, ça change. Oui, ils sont. Disons que comme ils ont plus d'informations que peut-être j'en ai moins, hein, ça va plus vite, quoi. C'est-à-dire que eux, ils arrivent à capter des informations que j'ai pas toujours. Moi, j'aime bien l'information par les livres. Alors, j'achète un livre, j'achète un deuxième livre, mais c'est long. Alors, eux, c'est des messages sur WhatsApp en disant va voir sur ce site, va voir sur cela. Alors, bon, moi, je clique dessus, mais j'y arrive pas parce que donc c'est sur un tout petit écran comme ça. Ça me plaît pas, quoi. Alors, parfois, je laisse tomber. Et je dis oui, tu m'as envoyé plusieurs messages, mais je les ai pas lus, quoi. Hein. Bon, alors donc du coup, on en parle, mais le mode d'accès à l'information est différent, quoi. Hein, voilà. Et donc ils en ont certainement plus. Maintenant, comment ils font le tri, voilà, c'est plus difficile, peut-être plus difficile. Et donc justement parce qu'ils ont plus d'informations, ils vous les communiquent et donc vous avez de nouvelles informations, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça. Ok. Voilà, oui. Très bien. Et donc c'est comme ça qu'ils vous ont davantage peut-être sensibilisé sur plus de sujets encore. C'est ça? Oui, voilà, tout à fait. Très bien. Tout à fait. Alors, comment pensez-vous vous engager dans le futur? Est-ce que vous comptez
plus vous engager, ou enfin à titre personnel, Oui, ou dans vos dans une actions de tous les association? jours ou dans une association. Bon, dans des associations militantes pour créer de nouveaux projets, Oui, là j'ai déjà beaucoup donné. c'est vrai. Et ma femme me dit, écoute, arrête tout ça, arrête donc de vouloir être partout. Donc je me retire Mhm. et je leur dis, maintenant débrouillez-vous. De temps en temps, ils m'envoient des papiers, je relis et puis je corrige éventuellement. Mais c'est vrai que je ne peux plus aller faire des dossiers pour aller frapper aux portes, pour avoir des crédits, pour monter un nouveau projet, ça j'y arrive plus, quoi, Oui, j'arrive bien plus, sûr. quoi. Et puis je pense que on est moins crédible, hein, à partir d'un certain âge, les gens peuvent dire il radote, voilà, donc Mhm. j'essaye d'éviter. Mais par contre, bon, je continue à lire et puis à faire des petites notes, des petites notes que je leur envoie aussi parfois aux enfants, donc en disant j'ai lu ça, voilà. Donc il y a le dialogue continu, quoi, hein. Mhm. Et puis localement, bon, je pousse à participer à des réunions, mais par exemple j'avais un projet que j'avais voulu défendre et je l'ai envoyé à un élu, il m'a même pas répondu, quoi. Alors après, j'ai demandé à un autre élu, je dis mais pourquoi il me répond pas? Il dit Bernard, mais ça y est, tu as fait ton temps, voilà. Alors j'ai compris qu'il fallait que je me retire, j'étais plus crédible, quoi. Voilà. Bon, il y a des trucs comme ça, quoi. Voilà. Bon. Ok. Je continue à lire, je continue à signer bon, des pétitions. Euh, bon, on m'a demandé maintenant, sur le plan local, donc on a gagné sur le plan de la pollution euh, par les fumées des déchets de plantes qui étaient brûlés et tout ça. Oui. Mais il y en a qui m'ont dit, ah, maintenant il faut s'engager sur euh, les, les traitements phytosanitaires de l'agriculture, parce qu'on absorbe des choses qui sont très mauvaises sur le plan alimentaire et tout. J'aurais dit OK, et puis je viendrai peut-être à quelques réunions pour les aider et aider les jeunes à s'organiser, quoi. Voilà. Ok. Ouais. Très bien. Bah, vas-y maintenant. Et puis Euh, de temps en ah. temps, je leur dis à tous, je leur dis, mais écrivez à votre député. Mhm. Parce que le député, même si c'est pas celui que j'ai choisi, hein, Oui. le député, lui, il suit des mouvements d'opinion, quoi. Hein. Ouais. Vous voyez, il y a des députés, là, après le débat qui a eu lieu sur les retraites, des députés qui ont dit, ah moi je vote contre le projet de Macron parce que sinon je vais me faire engueuler dans ma circonscription. Vous voyez, Mhm. ils avaient peur des réactions Oui, des c'est- électeurs. Hein. Alors, mais ça c'est pas honnête, ça c'est de la lâcheté, ça. Ou bien Ouais. ils ont une opinion, mais et puis si les électeurs sont pas d'accord avec eux, ben ils vont débattre avec leurs électeurs. Et je me dis pour l'environnement, ça va être comme ça, quoi. C'est-à-dire que si par exemple on propose une loi disant ben il faut limiter la circulation des voitures euh, à 110 km/h sur les autoroutes, par exemple. Bon, eh ben, je suis persuadé qu'il y en a beaucoup des députés qui sont d'accord là-dessus. Mais ils disent, ah oui, mais si je vote pour 110 km/h, quand je retournerai dans ma circonscription, ils vont tous me tomber dessus, quoi. Oui, c'est Alors, impopulaire. oui, manque de courage, quoi. Hein, voilà. Ok. Donc, écrivez à vos députés. Voilà. C'est Euh, la je- leçon que ouais, je vais vous. Je continue un peu parce qu'il nous reste deux Oui, questions. allez-y, Voilà. allez-y. Comment vous représentez-vous un conflit intergénérationnel en général? Pour vous, le mot conflit intergénérationnel, ça veut dire quoi? Conflit intergénérationnel. Oui. Non, pas chez moi. Non, mais Chez pas moi. forcément si chez vous ou pas, c'est juste pour savoir pour vous qu'est-ce que c'est. Bon, bah, je suppose que dans certaines familles, il y a un peu de conservatisme chez les vieux, quoi. Bon, bah, les vieux, ils pensent que ce qu'ils ont fait, c'était pas si mal. Et donc, ils se disent, les jeunes, il faudrait d'abord qu'ils regardent ce qu'on a fait avant de faire du nouveau, quoi. Pour moi, Ouais. les conflits intergénérationnels, il y en a, c'est normal, mais
c'est pas grave, quoi. Ouais. Au contraire, il faut qu'il y ait du débat, hein, intergénération. Ouais. Ok, intéressant. Et au sein de votre famille, est-ce que, enfin, vous constatez pas de problème de compréhension? Globalement, vous êtes tous sur la même longueur d'onde par rapport au Il n'y a climat. pas de choc de génération, même très fin? Il y en a pas, il y en a pas. Non, ce que je constate, c'est qu'il y en a. Parfois, j'ai mes petits-enfants qui vont discuter avec un beau-frère, une sœur ou un frère et autres, et qui s'engueulent un peu, quoi. Enfin, ils contestent les autres. Vous voyez, ce conflit intergénérationnel, je ne le vois pas directement dans la branche familiale, mais dans les branches qui sont à côté, quoi. Hein. D'accord. Oui. Voilà. Mais au niveau sociétal, est-ce que vous le voyez? Ah bah, au niveau sociétal, oui. Les gens ne comprennent pas pourquoi les jeunes se mobilisent comme ça, pourquoi Greta Thunberg, là, elle est tant appréciée par les jeunes, et ils ne comprennent pas ça, quoi. Hein. Puis c'est une étrangère, alors ils disent pourquoi une étrangère vient faire la morale chez nous, quoi. Hein, vous voyez. Et du coup, vous diriez que votre famille, c'est un peu particulier par rapport au reste. Oui. Oui, c'est un peu particulier, oui. Mais je vois des familles qui sont assez proches de la nôtre et qui partagent le même truc. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y en a qui sont restés dans le modèle de la réussite financière, quoi. Ouais. Voilà. Il y a des très bons amis qui ont dit, ah, tu vois, notre fils, il s'est installé en Uruguay parce que là-bas, pour l'investissement, pour la réussite financière, il y a moins d'impôts, enfin, des trucs comme ça. Vous voyez, des gens qui mettent en avant la réussite financière de leurs enfants. Et donc, nous, on dit, oui, mais est-ce que c'est vraiment le plus important, quoi? Est-ce que c'est ça l'avenir, quoi? Voilà. Ok. Et dernière question, comment vous pensez engager le sujet, aborder le sujet avec vos petits-enfants dans le futur? Est-ce que vous souhaitez que ça reste comme aujourd'hui ou avoir une évolution par rapport à la discussion sur le climat? Maintenant, je me dis, c'est à eux de mener le débat, quoi. C'est à eux de m'amener des idées nouvelles. Je leur dis, mais qu'est-ce que tu prévois, qu'est-ce que tu vas faire, voilà, alors. Donc c'est à eux de proposer des idées, un peu comme ils l'ont fait quand ils m'ont dit vote Mélenchon. Je leur dis, moi je suis ouvert à vos idées et à vos suggestions, quoi, voilà. C'est plus moi qui mène la danse, quoi, voilà. Ok, bah, très intéressant. On a fini les questions de l'entretien. Merci beaucoup pour vos réponses, c'était super intéressant. Voilà. Et voilà, bah, Alors, pardon. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir vous deux. Ça, c'est off, hein. Oui, ça c'est off, on va couper.